Chapitre 9. Rire ou pleurer. Fil de trame, fil de chaîne, tisser les mots et la vie. Plusieurs époques, plusieurs espaces s'entrecroisent dans mon histoire. Mon histoire, petits morceaux de songes qui me viennent de tout ce que je croise. Parentage de rire, parentage de pleurs, dans le grand mouvement du temps qui passe. Fil de trame, fil de chaîne, tisser les mots de mon histoire. Les mots de l'histoire ancienne, les mots de l'histoire d'aujourd'hui. Lorsque les mots se croisent, l'histoire grandit. Elle plonge ses racines dans l'eau saumâtre de ma mémoire. À l'abri, tout au fond de ma conscience, ma mémoire n'est pas un marigot aux eaux paresseuses. Elle est fichée au beau milieu du balancement d'une mer tapageuse. Dans l'eau saumâtre de mes songes, des mots palpitent, des mots crépitent. Comme les palétuviers d'une mangrove, mes mots se hissent sur leurs échasses. Ils cherchent le mouvement de la vie. Mes mots, sur leurs talons hauts, respirent l'air, la terre et l'eau. Mangrove enivrante de mes regrets et de mes rêves. Ce que l'on est aujourd'hui nous vient des tissages d'hier. Les fils de l'histoire d'hier, les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. J'ai soulevé le voile du temple. Des vies de mots avancent, des vies de mots serpentent. Entre les mots et les objets du monde s'établissent des connivences. Un long chemin de larmes comme des perles. Perles d'hier et perles d'aujourd'hui. Les femmes indigo parlent, les femmes indigo disent, les femmes indigo crient. Les fils de l'histoire d'hier, les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Au retour de l'exil, la Martinique enfin. Le fond fleur l'épée, le bananier qui nous avait ramenés chez nous tonne. Sa sirène résonne dans le port de Fort-de-France. Arrivée tonitruante, quel bonheur, quelle excitation! Quelquefois, la vie en marche nous devance. Tante Mulhouse et oncle Fernand nous espèrent depuis longtemps. Nous voilà fraîchement débarqués de France. Bonjour, bonjour, quelle nouvelle! Joyeux moment des retrouvailles. La berline file vers le bercail. Moment des retrouvailles de deux sœurs surtout. Deux sœurs qui parlent chuchuchu de leurs petites affaires au fond d'une voiture. Il est question de fiançailles. Les fiançailles de la fille de Mai. Les fils de l'histoire ancienne, les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Mulhouse et Mai s'aiment d'un amour étrange. Quelquefois, il y a de l'eau dans le gaz. D'autres fois, c'est comme un sirop épais qui les emmêle l'une et l'autre. Leurs retrouvailles n'ont lieu que pour les grands événements, déménagement, mariage ou enterrement. Au jour des grandes peines, au jour des grandes joies, il faut absolument qu'elles se voient, qu'elles se parlent et qu'elles partagent leurs sentiments. Il est donc question de fiançailles. Je comprends les retours providentiels à la maison à cause des manifs et des corps de police. Des fiançailles s'annonçaient pour la demoiselle. Elle était ailleurs, dans une idylle de sucre et de vanille. Des fiançailles que la maman suivait de près, mais ne s'appliquaient pas seulement aux variations de la couleur des poussins, aux floraisons spectaculaires des phalaenopsis. Elle s'occupait aussi de tracer pour sa fille des chemins et à rêver pour elle des rêves. Mais avait construit pour sa fille les lignes d'une très belle histoire. Ils s'étaient connus à 14 ans et s'étaient promis de s'aimer pour la vie. Tout ce que Mai n'avait pas pu obtenir pour elle-même, elle le vivait à travers son enfant. Fil de trame, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Tisser inexorablement l'œuvre de ma vie et trouver le chemin qui mène à celle que je suis. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts. Déjouer toutes les tempêtes. Me construire, quoi qu'il arrive. Quelques mois après notre retour en Martinique, les fiançailles de la fille de Mai avaient été pleinement fêtées. Et pour sa mère, rien n'était plus important que le dîner de ce jour prestigieux. Toute une cérémonie, la bague cachée dans un énorme bouquet de fleurs que des mains innocentes avaient présenté à la fiancée. La surprise de celle-ci, non moins énorme, en découvrant le solitaire de plus de 4 mm, taille réglementaire pour un diamant de fiançailles, selon le petit livre des bonnes manières. Avec ce bijou au doigt, la fille adoptive de Mai se sentait bien plus fiancée que tous les autres fiancés. Une grande vie s'offrant à elle. Pour exprimer son contentement lors du petit tour qu'on se doit de faire
afin que le monde admire le brillant, la fille de mai émettait des petits gloussements de bonheur. Et le fiancé, fier comme Artaban, se rengorgeait dans son costume 3 pièces. Mais elle était aux anges. Tout nerf d'applaudissements. Loin du tremblement de la fête des fiançailles, j'avais retrouvé très vite mes coins secrets. Notre maison de Saint-Georges était plantée entre 2 univers. D'un côté, une forêt de bois tibum, de poiriers, d'arbres à chacha et de jujubiers nous plongeait au beau milieu de la campagne. Et de l'autre, l'asphalte d'une grande route nous menait vers la frénésie de Fort-de-France. Je préférais de loin le calme de la campagne à la fureur de la ville. Avant l'exil parisien, je faisais volontiers de petites incursions dans le bois. Certains chelcherois y laissaient leurs bœufs, d'autres les carcasses de leurs vieilles automobiles. Et cela me faisait un terrain de jeu providentiel entre l'odeur des bouses de vache et celle de la graisse des voitures abandonnées. Chaque après-midi, j'y faisais volontiers un petit tour. En période de carême, les gousses sèches des arbres à chacha bruissent dans le vent. J'aimais à me reposer sous leur ombre. J'étais assuré d'y trouver la paix et la tranquillité. Cependant, depuis notre retour, mon petit royaume était en plein bouleversement. La construction de la cité Ozanam ne m'avait laissé qu'une infime partie de mon domaine, un tout petit bout de forêt et un morceau de rivière. Un petit bout de forêt auquel je ne savais néanmoins renoncer. C'est que je venais de découvrir un trésor, une vraie mine d'or, une armoire en fer que l'on avait installée dans l'un des cabinets de toilette. Sur ces étagères, des ouvrages qu'Alcide, le mari de mai, avait patiemment collectés. Je ne sais pour quelle raison l'armoire à livres avait été reléguée dans l'obscurité d'un cabinet de toilette. Ce que je sais, c'est que j'y avais trouvé ce que j'avais toujours cherché, un moyen d'échapper à la réalité lorsque celle-ci se faisait trop prégnante. J'avais trouvé dans cette armoire des titres très alléchants pour une jeune fille au sortir de l'enfance. L'amant de Lady Chatterley, les hauts de Hurlevent, les liaisons dangereuses, la religieuse, philosophie dans le boudoir ou encore petites histoires des reines de France. Si May s'était emparé de la littérature du 19e siècle, Alcide, lui, avait préféré le 18e siècle, le siècle où les libertins avaient bonne presse. Pas étonnant, Alcide était un homme qui oscillait entre le coquin et le débauché, entre le polisson et le licencieux. Mais il n'avait pas de ces icônes du XVIIIe siècle que le goût des parties de plaisir, la sensualité, le dévergondage et la dissipation. Il avait aussi adopté leur liberté de ton et de parole, n'hésitant pas à s'engouffrer dans la provocation. Et bien sûr, au grand désespoir de sa femme, il s'était affranchi de toute doctrine religieuse, n'allant à la messe et se pliant à ses rites que pour ne pas contrarier son épouse. En ces temps de grands bouleversements, loin de l'effervescence des fiançailles, au milieu du bois aux arbres à chacha, j'avais fait un sort au livre de l'armoire en fer. Je ne savais pas encore que j'étais entré en littérature par les portes de l'enfer et que ma vie allait de ce fait prendre un tournant inattendu. Pendant toutes les vacances scolaires, le grand charroi des livres d'Alcide avait occupé mon temps et mes pensées. Je ne savais pas encore que ces ouvrages m'étaient interdits. Les livres choisis par Alcide, des livres interdits sur les rayons d'une bibliothèque au beau milieu de notre maison? Je ne pouvais l'imaginer. La naïveté de mon adolescence naissante ne pouvait pas comprendre les contradictions du monde des adultes. Pourquoi garder chez soi des livres qu'on ne doit pas lire? Moi, je n'avais soif que de lecture et je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Les vacances s'étaient donc passées à lire. Plus que cela, les vacances s'étaient passées à dévorer les livres. Et elles s'étaient terminées, bien entendu, avec l'arrivée d'une nouvelle année scolaire. J'entrais en 6e dans le collège où May était professeur. Le collège où May exerçait était situé au cœur du bourg de Shropshire. Des balcons, on avait vue sur la mer. Dans les premières années de notre installation, May y trouvait un peu de sérénité. Et puis, le nombre des élèves grandissant, il avait fallu ajouter au grand bâtiment une multitude de petites cases en bois. Il y faisait une chaleur intense que de grands brasseurs d'air tentaient d'atténuer. Y travailler l'après-midi était quasi insupportable. Toute la famille était rassemblée là. Oncle Fernand y était principal.
Sa femme et sa belle-sœur, professeurs de français, sa fille y enseignait la technologie. Mais elle avait en charge 2 matières, la biologie et la physique-chimie. Le collège où May officiait, je le connaissais pour avoir déjà vécu quelques heures hors du commun à l'approche des grandes vacances. Cela se passait toujours ainsi. Lorsque juillet s'annonçait, quand les flamboyants en fleurs parsemaient le sol, formant d'immenses tapis rouges, les collégiens s'évadaient de leur prison et moi, j'étais accueilli comme une reine dans l'établissement quasi désert. Fil de tram, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Le royaume de May était fort étonnant. Au fond d'une salle de classe, dans de grandes armoires, May serrait toute la biologie et une bonne partie de la physique et de la chimie. Organiser, classer les choses et les êtres vivants était sa passion. Des armoires pleines de bouteilles, de bocaux et de boîtes. Dans chaque récipient, on trouvait des végétaux, des minéraux et des animaux aussi. J'avais découvert avec horreur un grand mille-pattes qui macérait dans de l'alcool. Et l'on avait stoppé net la folie de jolis papillons jaunes à l'aide d'épingles. Mais m'avait montré avec plaisir les différences entre les coléoptères, les diptères et les hyménoptères. Dans son royaume, les insectes avaient des noms de famille somptueux. On n'était pas une simple mouche ou un insignifiant moustique. On n'était pas non plus une coccinelle qui porte chance ou encore une araignée qui tisse de délicates toiles. Une fois traités dans un bain spécial, les insectes étaient classés et soigneusement étiquetés. Dans le royaume de May, c'était seulement après la mort qu'on accédait au paradis. Loin du vivant, on avait le privilège de faire partie d'une élite, l'aristocratie des insectes. Dans une armoire, May avait suspendu un grand squelette dont elle pouvait nommer sans aucune hésitation chacun des os. Entre phalanges et phalangettes, elle organisait le monde selon son inspiration. De temps en temps, malgré sa vigilance, certains spécimens essayaient tout de même de faire les intéressants. Des insectes se sentaient des ânes de feuilles de bois. D'autres avaient des velléités de branches d'arbres. Ce qu'ils ne savaient pas, ces malheureux, c'était qu'il était impossible d'échapper aux classifications de May. Une fois répertorié, le monde était prié de rester à sa place, la place que May lui avait choisie. L'œil vif et les doigts agiles, elle stoppait net les comédies de tous les sujets de son royaume qui essayaient de changer de catégorie. Elle les inscrivait dans la bonne généalogie, celle qu'elle avait pour eux désignée. Fil de tram, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Pour exercer ses grands pouvoirs, mais avait aussi les éléments chimiques. Elle contrôlait tous les changements d'état de la matière, solide, liquide ou gaz, était par sa seule volonté métamorphosée. Elle liquéfiait, solidifiait ou vaporisait avec une aisance remarquable. J'étais tombée stupéfaite lors d'une visite devant le tableau des éléments chimiques. Et la famille des gaz rares avait tout particulièrement retenu mon attention. Néon, argon, krypton, xénon, radon valsaient dans mon esprit avec élégance. Quand May passait en revue ces sujets, des noms savoureux sortaient de sa bouche. Hydroxyde de carbone, iode bisublimé, oxalate d'ammonium et bleu de méthylène. Les labiales, les fricatives et les spirantes explosaient, s'écrasaient ou glissaient dans la bouche de May. Et ses lèvres s'élargissaient ou rétrécissaient au fil des mots prononcés. Vif argent, eau de chaux, éthanol pur. Elle prononçait les noms avec maîtrise et application. À bien réfléchir, je suis sûre que May devait connaître la formule secrète qui permet de transformer le plomb en or pur. Le professeur, en son laboratoire, était une alchimiste qui avait tout pouvoir sur le monde. Mais c'était Faust au féminin. À la rentrée des classes, j'avais appris que May allait être mon professeur. Assurément, elle ne serait plus seulement ma maman, mais celle qui me montrerait tous les secrets de Dame Nature. L'anatomie et la vie des plantes, celle des animaux et celle des êtres humains. Elle m'apprendrait aussi des rudiments de chimie. Je ne me trompais pas. Rien ne se crée, rien ne se perd.
mais s'était mise en devoir d'être aussi mon professeur à la maison. Pour elle, nos aliments servaient à des exercices pratiques. Elle prenait plaisir à décortiquer pour moi chaque chose. Toute une cuisine dans mon assiette, entre les circonvolutions des cervelles d'agneau et les 14 os des coups de poule, je ne pouvais échapper à son grand pouvoir. Mais était professeur à table, au jardin, à la plage, son métier occupait sa vie entière. Et j'étais sommé d'apprendre en tout lieu et en toutes circonstances, et la biologie, et la physique, et la chimie. Une fois dans la classe de mai, j'avais dû, plus que les autres élèves, galérer pour trouver ma place. Ni tout à fait son enfant, ni tout à fait son élève, je n'avais plus aucun intérêt, comme autrefois, à attirer son attention. Dès lors, aucun schéma du rein ou du cœur n'était plus précis que les miens. Mes leçons étaient sues sur le bout de mes doigts. Mais était implacable pour tout ce qu'on lui restituait de manière approximative. « Vous mentez !» avait-elle crié à l'un de mes camarades en le fixant avec des petits yeux de faucon lorsqu'il s'était trompé en situant les parties du cerveau. L'hystérie de mai avait aussitôt fait à l'adolescent une tête à l'envers. Quelle affaire! On était passé d'une simple erreur à un véritable péché, un péché mortel. Bafouillé en récitant une des leçons que May avait pris le soin de bâtir de toutes pièces, c'était une remise en question de ce qu'elle était au plus profond d'elle-même. Personne n'assistait donc au cours de May sans un fond d'inquiétude. Le professeur réclamait de ses élèves pas moins que la perfection. Mes années collège furent donc un long voyage en compagnie des cris de May. J'étais en troisième lorsqu'on avait commencé à parler du futur mariage de la fille adoptive de May. Après le long temps des fiançailles, ça repartait pour un tour. May était l'effervescence même. Tante Mulhouse, qui avait été à ses côtés à la mort de son mari, naturellement, pour le mariage de sa fille, était là aussi. May était un grand témoin. Comment ne pas faire appel à l'expertise de sa chère sœur? En matière d'épousailles, tante Mulhouse avait de quoi dire et faire. Quelques années auparavant, elle avait elle-même uni son enfant en grande pompe à un monsieur important de la vie martiniquaise. Et en cette occasion-là, on avait parlé le langage des anges. On s'était plongé dans un univers de douceur. Moment de bonheur parfait pour les deux sœurs. Des catalogues de foufou dans la chambre de tante Mulhouse avaient débordé jusque dans son salon. On s'était activé pour le choix des tissus et celui des modèles. On avait passé une éternité aux essayages, couru les meilleurs magasins pour y déposer les listes de cadeaux. Et le trousseau était une réelle affaire d'État. Sa constitution figurait en bonne place pour ce qui est de l'art de marier les filles des familles de la petite bourgeoisie fouillalaise. Tante Mulhouse était aussi partie maîtresse dans l'art de constituer les trousseaux. Elle passait un temps fou à dénicher les belles pièces, promesse d'une vie magnifique. Après le repas dominical, les deux sœurs aimaient à vérifier le contenu des 2 malles en osier qui renfermaient le précieux trousseau. C'était sublime. Tout au fond d'une première malle, on avait placé la vaisselle, des assiettes en porcelaine blanche bordées de filets d'or, des soupières, des saucières assorties, des grands plats et des petits plats de la même porcelaine délicate, des couverts en argent finement ciselés avec des petites étoiles gravées sur leurs manches. Des plateaux et des bols, des ronds de serviettes se libéraient de leur enveloppe de papier brun. Une ribambelle de tasses et de bols, une théière, une cafetière, des sucriers élégants avec leurs anses sur les côtés. Ce n'était pas une vaisselle à 3 francs 6 sous qu'on dépendait vitement pressé chez un Syrien ou un Italien. Et puis, dans une deuxième malle était rangé le linge de maison, parfumé au vétiver que l'on dépliait chaque fois avec les mêmes précautions. Des dizaines de draps de pur fil aux couleurs pastel, des roses, des verts, des bleus, des jaunes, des draps brodés de jours vénitiens, de points de tige et autres fantaisies. Après les draps, on avait déplié les chemises de nuit. Habits pour la nuit, plus affriolants les uns que les autres,
avec des décolletés grands comme des golfs, des volants et des froufrous, de délicieuses petites affaires de soie munies d'interminables boutons de nacre dans le dos pour la désespérance du mari, ou fermées seulement par un lacet de soie pour l'impatience de l'épouser. À force de béatitude dominicale, le grand jour était finalement arrivé. Rien n'avait manqué à la noce, ni les petits anges aux joues roses, ni les cœurs entrelacés, ni les rubans de soie tressés, ni les demoiselles d'honneur en robe d'organdi parsemée de fleurs. Des demoiselles d'honneur aux mains gantées d'une fine dentelle, ni les cascades de marguerites, de roses et de lys. Rien n'avait manqué. Pas même les cavaliers, des petits chabins beaux comme des dieux, images vivantes de la future descendance, ni même les énormes pièces montées qu'on s'était offertes ce jour-là. La noce de la fille de tante Mulhouse avait été un moment de communion pour toute notre famille et un nombre incalculable d'invités. Bien entendu, May avait voulu pour son enfant une noce semblable. Tout devait y être identique, les sourires, les connivences et les alliances. La vie est un éternel recommencement. Les années filent, les rituels demeurent. Néanmoins, le mariage de la fille de May n'eut en fin de compte ni l'air de la fête, ni les couleurs de celui de la fille de Mulhouse. Tout y semblait voilé de tristesse. Sur la robe de sa mariée, May avait préféré des violettes. Des violettes gagnées à prix d'or chez une modiste de Fort-de-France. Chaque pièce était unique. Et il ne fallait pas compter sur les 8 demoiselles d'honneur avec leurs robes beige et leurs gants de dentelle noire pour donner de la couleur à la noce. Pour May, l'absence des couleurs chaudes était un gage de distinction. Aussi n'avait-elle renoncé à rien pour offrir à sa fille le plus beau mariage du monde. La seule fausse note, selon elle, c'était le marié. Un marié dont le costume était en parfait désaccord avec la robe de sa fille. L'homme avait opté pour un horrible costume à carreaux dont le marron détonnait gravement à côté de ses violettes. Si on en était arrivé à ce dépareillage, c'était parce que le marié qui s'était très tôt procuré son costume, fut-il aux yeux de May d'un horrible marron, avait pensé correspondre aux délicates fleurs de grenadier orange choisies tout d'abord par sa dulcinée. Et il ne s'était pas alarmé des cris d'or frais de sa belle-mère quand celle-ci avait exigé qu'il achetât un autre habit de noces. Il aurait fallu un joli blanc ou un beau beige, mais n'avait pas tari de reproche. Pour signifier l'union parfaite, le petit livre des bonnes manières n'affirmait-il pas qu'il fallait reprendre pour le marié les couleurs de la robe de l'épouse? Mais malgré les jérémiades de May, rien n'avait été de la sorte. May en était mariée. Elle avait néanmoins fait mine d'accepter l'horrible costume, puisqu'il n'était pas question pour elle de renoncer à ses violettes. C'était la première fois que son beau-fils avait osé s'opposer à ses choix. Et elle en était très contrariée. Si l'homme lui avait tenu tête, c'était parce que, selon lui, l'essentiel était que son mariage soit célébré. D'ailleurs, pour plaisanter, tante Mulhouse, qui était l'espièglerie même, aimait à répéter que le beau-fils de sa sœur aurait pu se pointer à la noce en slip, tant il avait le désir d'en finir avec ce qu'il jugeait être des futilités. Il faut dire que Mulhouse ne portait pas l'homme dans son cœur. Elle l'appelait tout bas le benet et riait sous cape quand il prenait la parole. La petite crise de couleurs n'était pas aussi anodine qu'on pouvait le croire. Habitué à apposer sa marque sur toute chose, mais avait aussi par ce détail voulu imposer ses choix. Les couleurs du mariage de sa fille étaient celles dont elle-même se parait depuis la mort d'Alcide. Cela allait du parme jusqu'au violet. Quelquefois même, elle était tout de noir vêtue, mais portait un deuil qui semblait éternel. Et c'est toute baignée des larmes versées depuis la mort d'Alcide qu'elle envisageait son existence. Des funérailles aux épousailles, elle n'avait donc fait aucune distinction. C'était peut-être ce soupçon de désaccord entre May et le mari de sa fille qui, se révélant dans le choix des couleurs, avait paru à tous très étrange.
et l'on avait même pu voir à certains moments passer dans les yeux de la mariée des petits nuages de déception. Néanmoins, comme à son habitude, la fille ne s'était pas opposée à sa mère. Aucune contestation, pas un mot, pas un son. Elle avait accepté tout ce qui avait été prévu pour elle. Pourtant, comme elle aurait voulu sur sa robe les magnifiques fleurs orangées, elles auraient ensoleillé le plus beau jour de sa vie d'une façon extraordinaire si May n'avait pas tout dirigé. La fille de May cultivait ordinairement le mutisme avec application. C'était une forme absolue de silence qui laissait à penser non pas qu'elle n'avait rien à dire, mais qu'elle voulait répandre un certain mystère autour de sa personne. Se taire était pour elle une seconde nature. Toutefois, en lieu et place des paroles, elle avait ses napperons. Plus de napperons qu'il en fallait pour elle-même et pour tous ceux à qui elle pouvait les offrir. Ses longs doigts agiles crochetaient des brides et des demi-brides pour toutes sortes de motifs. Motifs à ananas ou motifs à palmier. Elle crochetait le jour, elle crochetait la nuit, comme l'araignée dans l'ombre tisse sa toile avec conscience. C'est que, selon le petit livre des bonnes manières qu'elle étudiait, il n'était pas bon pour une jeune fille de bonne famille de trop parler. Quant au napperon, elle avait lu aussi qu'il était recommandé que les demoiselles de rang élevé en fassent. Le mari, lui, voyait de très bon œil que sa femme ne parla pas démesurément. Du temps qu'il était simple soupirant, il percevait dans la parole rare et l'économie des gestes de sa dulcinée la preuve d'une grande noblesse, et il l'appelait Néfertiti dans son cœur. Au fil du temps, il semblait que Néfertiti avait acquis une sérieuse qualification pour ce qui est de la dissimulation. Qui ne pouvait-elle pas être? Comme une araignée dans l'ombre, la fille de May tissait en silence sa toile, le grand destin qu'elle voulait pour les siens. Et la récente émancipation que lui procurait son alliance était le premier pas sur le chemin qu'elle entendait tracer. Un grand boulevard se déployait devant elle. Elle avait des projets plein la tête. Quelle chance! Le nouveau couple était devenu le centre des préoccupations de May. Après la noce aux couleurs tristes, il y eut aussi les pleurs que l'on verse aux funérailles. May avait à nouveau mené grand deuil, et notre maison aussi était en désarroi. Les bouteilles de champagne vides, les vestiges des pièces montées gisaient sur les tables, navrées du spectacle qu'elles offraient au monde. Tout un régiment de mouches et de moucherons s'occupait de tout cela avec acharnement. Les chaises prêtées pour l'occasion étaient longtemps restées sur les terrasses, et les décorations que l'on avait laissées en place avaient perdu peu à peu tout leur clinquant. Les gros nœuds de satin accrochés aux poutres des vérandas avaient pleuré tristement leur désespérance sous la pluie. La noce avait fini comme finissaient les éclats de rire de May. La joie avait éclaté bruyamment, puis elle s'était étranglée dans de longs sanglots. Pour la veuve d'Alcide, épousailles ou enterrement semblaient ne pas avoir de différence. Que pleurait vraiment May? La séparation d'avec sa fille ou la perte de son mari? Tout était mêlé, fondu et confondu. Et moi, quand j'avais essayé de la consoler en lui disant que j'étais là, que nous allions continuer la vie, elle m'avait repoussé d'un geste plein de dédain. Qui ou ça? Je prenais conscience de façon brutale de la place que j'occupais vraiment dans le cœur de May. Moi qui ne pouvais continuer sa vie à sa place. Moi dans laquelle elle ne pouvait projeter aucun avenir. J'étais une adolescente sans aucun intérêt. Mais n'avait trouvé un peu de consolation qu'en accompagnant sa fille pour ses premiers jours de vie commune. Tout d'abord, la lune de miel s'était faite presque en sa compagnie. Il avait fallu qu'on lui raconte en détail le déroulement de la nuit de noces. Mais ne semblait pas vouloir décoller, se persuadant que ce qu'elle faisait pour le nouveau couple relevait de son devoir de mère. Elle ne se rendait pas du tout compte qu'elle n'avait plus rien à faire, ces jeunes filles qui venaient de fonder son foyer et qu'il lui fallait trouver un autre objet de soin. Elle s'accrochait
tel un poulpe sur sa proie, enveloppant ce qu'elle nommait désormais ses enfants de ses tentacules indiscrets. Moi, je grandissais comme je pouvais, mais ayant les yeux rivés sur le destin des jeunes mariés. Qu'espérait-elle? Peut-être l'arrivée d'un descendant. J'allais entamer mes années lycée. Les gazouillis de l'enfance m'ayant quitté depuis belle lurette, comment aurais-je pu attirer l'attention de mes? Les fils de l'histoire ancienne, les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Cécile et moi faisons une longue pause après le récit des noces de la fille de mai. C'est que ces mots dits sont l'entrée en matière de tout ce qui se prépare pour moi au sortir de l'enfance. Le voile sombre du destin que la fille de mai crochette dans un froid silence depuis le jour où je suis arrivé chez mai s'apprête à obscurcir toute mon existence. Cependant, après les ténèbres se lève toujours le soleil. C'est parfois au fond des plus pures ténèbres que l'on découvre les flamboiements de la vie. La psychologue en est persuadée. Et je m'en persuade aussi.